mettre ça comme ça. Un instant, chers amis. Voilà, bienvenue donc à notre émission Jacques Roger qui démarre encore une fois. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Alors, nous allons recevoir d'ici quelques petites secondes notre invité exceptionnel. Il s'agit de M. David Bani. M. David Bani qui vit aux États-Unis depuis plus de 30 ans, je crois, plus de 20 ans, 30 ans, tout à l'heure, il va corriger. D'accord, voilà, on corrigera tout ça tout à l'heure. Bon, il vit aux États-Unis depuis pratiquement belle lurette, je crois que c'est encore mieux. Et avec lui, nous allons faire donc le point de la situation. Il est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en attendant bien sûr la décision officielle ou bien définitive de la Cour constitutionnelle. Monsieur David Bani répondra à nos questions et puis peut-être quelques questions donc des auditeurs. On parlera de lui-même, de son plan. On passera à peu près 1h30 avec lui et puis peut-être essayer de l'avoir la semaine prochaine ou prochaine quand la Cour constitutionnelle se prononcera définitivement. Monsieur David Bani, comment allez-vous? Bonsoir et merci de me recevoir une fois de plus. C'est un plaisir d'être de retour. Voilà, bonsoir. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous êtes à la tête du parti PPCI. Hein, présentez votre parti et puis dites-nous pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. OK. Le PPCI qui se compose de 3 P, le deuxième P est un P silencieux, donc on dit PPCI tout court. Stand pour Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Et le parti a été créé en 2014, en mars 2014, par la diaspora aux États-Unis, précisément au bord du Potomac River, ici à Washington. Et pourquoi je suis candidat? Et merci pour cette très belle question. Je voudrais d'abord vous remercier et remercier votre radio pour cet honneur que vous me faites d'être là ce soir, d'être ici ce soir, à un moment où notre pays est un peu, je dirais, sur la braise parce que après les dernières élections, après les derniers événements qui ont causé beaucoup de morts, et tout le monde attend la réaction du Conseil constitutionnel, ce qui va se passer probablement le 16. Donc, pourquoi je suis candidat? Je suis d'abord l'agent du changement. Je vais apporter le changement dans mon pays. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays et je veux contribuer au développement de mon pays et c'est pour ça que j'ai créé un parti politique. Et je veux aussi, en présentant ma candidature, je vais apporter quelque chose de nouveau en ce sens que je vais amener le peuple ivoirien à se séparer de tout ce qui se passe depuis plus de 20 ans, bientôt 30 ans dans notre pays et entrer dans une nouvelle ère. Donc, je voudrais m'arrêter là pour le moment. Voilà, merci beaucoup. Hein. Nous avons vu donc la décision de la Cour constitutionnelle provisoirement. Votre nom y figure, hein, mais la Cour constitutionnelle se prononcera après le dépôt de votre dossier hein, sur plusieurs points, dont principalement la participation, la contribution qui est donc de 50 millions de francs CFA, et ensuite le parrainage à peu près donc, dans près donc, de 22 localités. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous êtes à jour? Merci pour la question. Je vois que vous ne tournez pas autour du pot. Mais c'est une opportunité pour moi pour dire que, comme on l'a lu sur les réseaux sociaux, dans les médias, que c'est un parti ont donné un faux chèque ou bien de faux chèques à la CEI ou bien au gouvernement. Rassurez-vous, le PPCI que je représente n'a pas donné de faux chèques. Et je ne peux pas aussi commenter le dossier qui se trouve dans les mains de la Cour constitutionnelle. Mais ce que je peux vous dire, j'ai été le premier candidat et je profite de cette opportunité pour corriger les records. J'ai été le premier candidat déclaré en 2018 pour la présidentielle. J'ai été le premier candidat à mettre les pieds au bureau de la CEI pour déposer mon dossier de candidature. Les agents de la CEI, ça s'est passé le 15 août 2020.
Les agents de la CEI ayant été surpris, ils ont rejeté mon équipe sous prétexte qu'on n'avait pas tous les éléments. Et mon avocat a tenu à leur faire comprendre que, ben, écoutez, il n'est pas du devoir de la CEI d'accepter bien de rejeter un dossier, quel que soit le contenu. Ils n'ont pas voulu écouter l'avocat. Nous avons pris un autre rendez-vous. Et après nous, c'est, je crois, une semaine, bien 10 jours après que le chef de l'État est parti. Et après ça aussi, la CEI a commencé à accepter tous les documents, complets ou pas. Je dis Dieu merci, parce que c'est ce que dit le droit. Finalement, la CEI s'est alignée sur le droit. C'est la Cour constitutionnelle qui va décider si le dossier est complet ou pas. Donc, pour revenir à votre question, je ne peux pas directement commenter le dossier qui est entre les mains de la Cour constitutionnelle. Mais je peux succinctement vous dire que j'ai envoyé un mémorandum à la Cour constitutionnelle pour attirer son attention sur certains points, particulièrement lui demander de rejeter le code électoral. Et vous savez, vous êtes sans ignorer que certains candidats ont demandé, ou bien se sont opposés à la candidature du chef de l'État sortant. Ils sont 3 ou 4, je crois qu'ils sont 3, le FPI avec le président Gbagbo, le FPI avec le président Finguessan, le président Bédié avec M. Soro, le président de Rassi, associé. Tous ces candidats ont fait une pétition à la Cour constitutionnelle pour s'opposer à la candidature du président sortant. Sans concertation, moi, j'ai adopté une autre attitude qui demande à la Cour constitutionnelle de purement et simplement rejeter le code électoral, ce code électoral qui a été pris à 6 mois de l'élection et pendant le confinement. Et j'ai demandé aussi à la Cour constitutionnelle si elle n'est pas prête ou bien elle n'est pas capable de rejeter le code constitutionnel, pardon, le code électoral, eh bien, qu'elle nous permette de compléter nos dossiers parce que le délai était court. Moi-même aujourd'hui, si je dois à l'Abidjan, je ne peux pas parce que les aéroports ne sont pas encore ouverts. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Donc, à vous entendre parler, hein, d'aucuns pourraient dire que vous n'êtes pas réellement pour le moment à jour, hein, quand je parle au niveau donc de pour les parrainages. Est-ce qu'on peut dire, on peut voir la chose de cette manière? Oui, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas à jour parce que le terme n'est pas bien choisi. Bon, d'accord. Est-ce que oui. vous avez pu avoir... Parce que, oui, allez-y, allez-y. Oui, permettez-moi. Si vous dites que je ne suis pas à jour, ça veut dire que mon dossier n'est pas légal. Et je considère que mon dossier est légal parce que le code électoral sur lequel la CEI se base pour accepter un dossier complet ou bien incomplet, ce code électoral est anticonstitutionnel. Voilà le sens de ma démarche auprès de la Cour constitutionnelle. Pour moi, peu importe si on permet à Pierre ou à Paul d'être candidat, mais fondamentalement et juridiquement, le code électoral sur lequel on se base pour aller aux élections, il est inacceptable. C'est un véhicule qui n'a pas passé les services de vidange, c'est un véhicule qui n'est pas accommodé pour effectuer le voyage qui représente les élections. Donc, c'est ça mon combat. Si je dire que je ne suis pas, mon dossier n'est pas complet. Voilà. Si je me comprends bien, vous vous opposez au code électoral, donc vous n'obéissez pas pratiquement à ce code électoral maintenant, si je comprends. Oui, le président Thomas Jefferson, l'un des instigateurs de la Constitution américaine, il a dit quand une loi elle est anticonstitutionnelle, on peut la violer. Le révérend Martin Luther King a dit quand une loi n'est pas une bonne loi, on a l'obligation de la violer. Donc, poliment, je dis à la Cour constitutionnelle, et j'inviterai les autres candidats à faire comme moi et toute l'opposition à faire comme moi. Que Pierre soit candidat, que Paul soit candidat, là n'est même pas le problème. Battons-nous pour que la Cour constitutionnelle reconnaisse que le véhicule avec lequel nous allons aux élections n'est pas un bon véhicule. Si ce combat est gagné, ça veut dire que les élections seront reportées, ça veut dire qu'on a le temps maintenant de revoir qui est éligible et qui n'est pas éligible. Donc, sinon, pour le moment, voilà, sinon pour le moment... Le report de ces élections, vous pensez que les conditions ne sont pas réunies, si je comprends parfaitement, si je vous comprends bien? Ah oui, ben ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Les conditions pour aller à des élections propres ne sont pas réunies. Les dés sont déjà pipés, on le sait. Mais moi, je vais régler d'abord la tête du problème. Parce que si la tête du problème est réglée, le problème est réglé. En ce sens que le code électoral sur lequel on se base pour aller aux élections, il doit être purement et simplement rejeté et nous allons repartir sur de nouvelles bases.
Combien de chances vous avez peut-être parce que apparemment vous êtes le seul parti politique qui rejette un peu ce code électoral, n'est-ce pas? Oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais ça, tu n'as pas besoin d'être juriste pour le comprendre, parce qu'aujourd'hui, la candidature de du chef de l'État sortant, qui est contestée par d'autres candidats, cette candidature, elle vient, elle est née, elle s'organise dans le code électoral en question. Donc, sur le code électoral, que j'appelle un véhicule aujourd'hui, il n'est pas un bon code électoral, il n'y a plus de candidature de M. Ouattara, il n'y a plus de candidature de David Bani, il n'y a plus de candidature de personne. On sera obligé de repartir sur une nouvelle base. C'est ça le sens de mon combat. Bon, ensuite, M. Bani, le plus souvent, on dit on ne peut pas quitter la danse, vous tapez sur tam-tam ailleurs. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, mais pour le dossier de votre candidature, vous n'étiez pas à Abidjan. Comment vous pouvez être aussi efficace en n'étant pas à Abidjan? Merci, je peux appeler ça efficace, mais c'est la situation qui l'oblige. Parce que j'aurais bien voulu être à Abidjan, mais je ne peux pas pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure en introduction. Quand bien même nous sommes en train de sortir du confinement, nous ne sommes pas complètement sortis des mesures gouvernementales qui imposent le confinement, qui imposent certaines restrictions. Quand bien même nous pouvons sortir mieux qu'avant, ici dans l'état où je suis, on parle de, c'était un deuxième degré, maintenant un troisième degré. C'est-à-dire le gouvernement a allégé les mesures. À l'église, par exemple, avant c'était 30 personnes maximum, maintenant on peut être de 50 ou bien 100. Donc, quand cela est bien même fait, mais les aéroports ne sont pas encore ouverts. Les aéroports ne sont pas ouverts et je crois que c'est à la fin de ce mois que le président Trump, ce mois-ci, ou bien à la fin de ce mois, que le président Trump va se décider pour rouvrir les aéroports. Donc, j'aurais bien voulu être à Abidjan, mais je ne peux pas. Et on me demande incessamment. Donc, quand vous dites incessamment, la semaine prochaine, demain, après-demain, dans un mois? Oui, j'attends aussi la décision du Conseil constitutionnel. Parce que... C'est pour quand ça? La semaine prochaine déjà? Oui, c'est le 16, je crois, le 16. Parce que tout le monde est suspendu à cette décision. Et je prie qu'ils les appliquent le droit en reportant ou bien en prenant des mesures qui arrangent tout le monde. Et parallèlement à ça, bon, je peux m'arranger ici aux États-Unis pour pouvoir me rendre au pays puisque je suis candidat, puisque j'ai besoin de me retrouver les militants pour battre la campagne. Et là, vous avez dit que beaucoup de personnes attendent la décision de la Cour constitutionnelle. Avez-vous confiance à cette Cour constitutionnelle, tout en sachant que M. Ouattara... Oui, merci. Oui, allez-y, oui. C'est une question qui m'a été posée déjà aujourd'hui. Et j'ai une conférence avec le gouvernement américain. J'ai attiré leur attention sur ce qui se passe. Ils m'ont demandé ce que je pense. Qu'est-ce qui va se passer le 16? Et je vais vous dire ce que je leur ai dit, sans embâche. J'ai présenté 3 tableaux. Sur un premier tableau, la Cour constitutionnelle peut aller du côté du chef de l'État parce que elle est dominée par des gens qui sont des amis du chef de l'État et aussi parce qu'il les a nommés. Et le droit en Afrique, bon, je ne doute pas de la compétence des juges, de l'intégrité des juges, mais les gens ont tendance à faire un peu de la faveur ou bien à être biaisés. Donc, sur un tableau, ils peuvent donner raison au chef de l'État, maintenir sa candidature, ce qui peut susciter des soulèvements. Sur un deuxième tableau, ils peuvent dire le droit et puis proposer des mesures qui vont peut-être arranger tout le monde. En général, c'est ce que les juges font. Les juges de la Cour d'appel, les juges de la Cour constitutionnelle, quand ils sont devant une situation où le peuple manifeste le désir de changement, ils vont chercher des terrains d'entente entre toutes les parties. Troisième tableau, que je dépeins de façon personnelle, en me basant sur ma foi, Dieu va faire ce qui est bon. Dieu va faire ce qui est bon. C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est quoi? Mais c'est déjà vous poser des questions vraiment pertinentes. Ce qui est bon, c'est ce que le peuple souhaite. Et ce que le peuple souhaite, c'est ce que Dieu veut. Le peuple veut, qu'est-ce que le peuple veut? Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une partie donc, de la population qui est pour
M. Alassane Dramane Ouattara, une autre partie contre. Alors, quand vous dites Mhm. le peuple, ça sera quoi? Le peuple, la représente quoi? C'est qui est le peuple aujourd'hui? Je veux dire la majorité du peuple. La ma- Écoutez, c'est un secret de polichinelle. Et le chef de l'État, s'il est candidat, je le lui ai dit une fois, il m'aura devant lui et nous allons avoir des débats parce que nous sommes sans ignorer que les médias ou bien les réseaux sociaux sont mal exploités pour donner une certaine fausse image sur le plan international. C'est-à-dire, on présente des images comme quoi on a du monde et ceci, cela, c'est du superflu. Donc, je ne dis pas qu'il n'a pas de soutien, il a du soutien, mais ce n'est pas comme on veut nous le faire croire. D'accord. Et l'opinion et les sondages nous disent que, l'opinion internationale et les sondages nous disent que la majorité de la population est contre le troisième mandat du chef de l'État. La majorité de la population est pour un report des élections. Alors, M. Bani, de plus en plus, la situation au Mali est de plus en plus incertaine. Vu les hésitations des chefs d'État quitter le pouvoir, certaines personnes ont recours à des méthodes antidémocratiques telles que les coups d'État. Alors, que pensez-vous réellement de cette situation au Mali? Est-ce que vous craignez que cela arrive un peu dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Oui, tous les jours, j'entends cela, j'entends cette question. Et mon point de vue, mon opinion est catégorique. Nous ne devons pas nous engager dans une voie de force comme au Mali. Et le Mali, c'est un pays qui, depuis longtemps, cherche à appliquer vraiment la démocratie. C'est un pays qui lutte pour... À un moment donné, le Mali était considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. Mais quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi la situation est telle qu'elle est? J'accuse la France. J'accuse la France parce que pourquoi la les France? chefs d'État en Afrique, les chefs d'État, surtout dans la sous-région, ont tous un dénominateur commun. Si tu n'as pas ce dénominateur commun, tu ne peux pas être un chef d'État en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si, je prends mon propre exemple, si je suis candidat en Côte d'Ivoire, pour avoir le soutien de la France, il faut que j'ai un recours sale. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve quelque chose contre moi, qu'on peut utiliser contre moi pour me menacer, par exemple, en menant la CPI, en me menant en prison. Quelqu'un qui a un recours propre qui veut servir son pays, sera très difficile pour lui d'avoir le soutien de la France pour diriger son pays. Donc, la situation au Mali, la situation en Côte d'Ivoire, la situation au Burkina, la situation dans tous ces pays francophones, c'est pratiquement la même situation. Et pour répondre à votre question, enfin, je suis contre la force, je suis contre la violence. Vous êtes contre la violence. Tout à l'heure, vous avez parlé de la France. Alors, le chef d'État était à Paris la semaine dernière et il y a eu beaucoup donc disons, d'écrits par rapport à son, j'allais dire, à son passage à l'Élysée. Quel est un peu votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que la France devient passage obligé pour un chef d'État de l'Afrique francophone? Oui, moi je vois la France comme un ambassadeur qui est en mission entre le peuple africain et les États-Unis. C'est vrai que nous avons été colonisés par la France, mais le dernier mot ne revient pas à la France. Je ne dis pas ça parce que je suis aux États-Unis, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? La France, d'après un Américain dont j'ai tairé le nom, qui travaille pour le gouvernement fédéral, il m'a dit ceci il y a un an et demi, et c'est resté ancré dans ma mémoire. Il m'a dit, nous avons toujours fait, en parlant des États-Unis, on a toujours fait confiance à la France pour nous rapporter, pour nous représenter en Afrique et nous dire, pour nous rapporter les faits. Mais on a toujours été menti, ils nous ont toujours trompés. Ceci pour dire que la France, elle protège ses intérêts. Et beaucoup d'encre de salive ont coulé après le dernier voyage du chef de l'État en France. Il y a des Ivoiriens qui ont commencé à avoir un espoir comme quoi la France est vraiment en train de taper sur M. Ouattara. Je dirais à mes frères et sœurs, mes compatriotes de se réveiller. Parce que moi, d'après mes sources, ce n'est pas ce que j'apprends. Qu'est-ce que vous apprenez? Ça, on vous met la poudre à l'œil. Et il faut sortir de l'émotion.
on vous met la poudre à l'œil. Rien ne prouve que la France a tapé sur M. Ouattara. M. Macron n'a pas fait de déclaration. Et M. Ouattara, il revient de là et il engage le processus électoral avec force. Il vient de publier son équipe de campagne et il mobilise les forces armées. Si la France avait tapé sur vous, pensez qu'il allait agir comme ça? Je ne le pense pas. Donc, j'invite le peuple de Côte d'Ivoire à maintenir la pression, à ne pas compter sur la France, à ne pas compter sur quelqu'un. Alors, avant de revenir certainement à d'autres questions, tout à l'heure, on a parlé de la Cour constitutionnelle. Je crois que vous avez donné un peu votre point de vue par rapport à ça. Mais le président vient de nommer 3 membres de la Cour constitutionnelle sur 7. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que réellement, M. Ouattara nommera des juges qui voteront contre lui? Bon, d'après ce que j'ai appris, il y avait vacances. Mais nous savons aussi que il y en a qui ont été remplacés avant qu'ils n'aient fini leur mandat qui est de 6 ans. Mais vous savez, les juges, personne ne peut savoir de quel côté ils vont partir. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du droit, ça dépend aussi de la réaction du peuple. Et la Cour suprême de Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire étaient de hautes institutions. Moi-même, mon grand frère a siégé dans cette Cour constitutionnelle. Et en son temps, on était fiers de ces institutions. Et j'ose espérer que nous serons toujours fiers de ces institutions. Mais nous le serons le 16, qui n'est que dans quelques jours, le 16 septembre. Oui, le 16 septembre. Merci beaucoup. Alors, avant de réellement parler de votre programme en tant que tel, ou bien les grandes lignes de votre programme, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à quelque chose. Le refus aujourd'hui, ou bien le retard du gouvernement afin donc d'attribuer un passeport diplomatique à M. Laurent Gbagbo qui a pratiquement droit à cela. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ouais, nous sommes dans une période électorale et je pense que M. Gbagbo est vu comme quelqu'un qui peut déranger. Et d'après les juristes, d'après ceux qui étudient le droit ivoirien, le droit français, ils disent que le président Gbagbo a droit à son passeport, un droit, même s'il n'a pas droit à un passeport diplomatique, je pense qu'il a droit à un passeport pour entrer dans son pays. Et beaucoup a été dit à ce sujet. Bon, mon opinion, elle ne peut pas changer les choses, mais je pense que le monsieur, on doit lui donner son passeport. Un passeport ordinaire, bien un passeport diplomatique, et lui permet de rentrer dans son pays. Parce qu'il a déjà trop supporté, et il a lutté à la CPI pendant près de 8 ans. Il est sorti victorieux. Je pense que la moindre des choses que la Côte d'Ivoire devrait faire pour lui, c'est de lui donner un passeport diplomatique et puis même le dédommager pour faire la paix. Mais malheureusement, bon, nous sommes, comme je l'ai dit, dans une période électorale, donc le pouvoir a ses raisons. C'est ça, effectivement. Alors, le coronavirus pourrait assurément perturber donc les élections. Si votre candidature est retenue, comment allez-vous combiner un peu les deux, organiser une campagne électorale en ce moment? Oui, c'est sous cet angle-là aussi que j'ai écrit à la Cour constitutionnelle parce que nous sommes aussi régis par le droit international. Quand bien même nous sommes un État indépendant, mais nous avons signé des conventions et nous sommes régis par des droits par les lois internationales. Et la Côte d'Ivoire, qui a reçu de l'aide des pays occidentaux pour lutter contre le Covid, ne peut pas accepter l'aide ici et puis rejeter les principes de l'autre main parce que tout ça, ça va ensemble. Donc, je considère que même si le chef de l'État, il a fait ce qu'il a fait pour être privilégié dans les élections, mais les juges, à leur tour, prendront de bonnes décisions pour suspendre les élections parce que nous sommes encore dans la période de confinement. Nous ne sommes pas comme avant, mais nous sommes toujours dans la période de confinement. Et c'est pour ça, c'est sur ça que j'ai basé mon mémorandum pour leur écrire. Alors, parlons pratiquement au moins des grandes lignes de votre programme. Vous avez articulé ça sur 5 points cardinaux. Hein? Vous avez parlé de réaliser la réconciliation nationale les 3 premiers mois. Ensuite, dans un deuxième point, offrir l'école gratuite.
Dans un troisième point, l'hôpital gratuit, gratuit, j'allais dire. Dans un quatrième point, les sans-emploi seront payés. Et cinquième point, la justice pour tous. Alors, je vais vous permettre donc d'articuler les 5 points, point par point. Allez-y. Le premier point. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. J'appelle ça effectivement les 5 points cardinaux de mon programme de gouvernement, bien mon contrat social avec la Côte d'Ivoire. Et dans le programme en question, je commence par le dernier point qui est ici, la justice pour tous. La justice pour tous parce que je considère que nous devons ramener la Côte d'Ivoire dans un état de droit. Parce que tout ce que nous ferons, que nous produisons du café, que nous produisons du cacao, que nous développions les routes, qu'il y ait des sociétés, si nous n'avons pas la séparation des pouvoirs avec un système de justice équitable, nous ne serons pas un pays stable. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui ont des doutes sur la réaction de la Cour constitutionnelle. Tous ces problèmes que nous avons en ce moment, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre Constitution. C'est parce que notre Constitution n'a pas de gardien. Donc, mon premier objectif, c'est de produire à la Côte d'Ivoire, de donner à la Côte d'Ivoire une réforme profonde du système judiciaire. Et cela va comprendre plusieurs comportements. Et même, il y aura un département pour lutter contre la corruption. Donc, ça, c'est le premier volet. Instaurer la séparation des pouvoirs avec un système judiciaire équitable. Dans mon gouvernement, il n'y aura pas de douaniers qui raquettent les gens. Il n'y aura pas de policiers qui raquettent les gens. Il n'y aura pas de juges qui prennent des pots de vin. Comment vous allez faire pour implémenter cela sur le terrain? Il y a une commission que nous allons créer qui va s'occuper de ça pour renforcer la lutte contre la corruption. Et celui qui sera pris en train de violer la loi, si c'est un fonctionnaire, il va avoir une retraite anticipée sans salaire. Je pense que quand les conséquences seront mises, et là, bon, les gens vont prendre leurs dispositions. Ça, c'est pour ce qui concerne le cas juridique. Et pour la réconciliation, je l'ai dit dans toutes mes conférences et partout, j'ai eu l'occasion de le dire, nous ne pouvons pas bâtir un État stable sans passer par la réconciliation. Parce que depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes divisés. Et la réconciliation devrait être faite d'abord avant même qu'on aille aux élections. Mais malheureusement, cela a été tenté avant sans succès. Donc, je considère que ce soit moi, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, celui qui va prendre le pouvoir, il doit nécessairement commencer d'abord par la réconciliation nationale. Et si c'est moi, je prévois cela les 3 premiers mois de mon mandat. Une fois cela est fait, nous pouvons passer maintenant à autre chose pour parler de l'économie, de la défense, etc., etc. Maintenant, pour ce qui concerne l'école, qui est l'un des points saillants dans mon programme de gouvernement, l'école a pris du retard, accusé beaucoup de retard dans notre pays. Et aujourd'hui, l'école qu'on fait, à notre temps, bon, quand on allait à l'école, oui, mais juste pour avoir à l'école, vous avez parlé de réconciliation. Quand le chef d'État, M. Alassane Dramane Ouattara, dit que une fois élu président de la République, il fera rentrer M. Soro Guillaume et puis M. Laurent Gbagbo. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire que la réconciliation dépendra de sa victoire à une élection présidentielle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois plus au chef de l'État. Je ne crois pas à ça. Okay. Parce que le chef de l'État nous a dit à Yamoussoukro qu'il ne sera pas candidat. 6 mois après, il s'est dédié lui-même. Je vous comprends. Allez-y, je continue. Allez-y. Okay. Donc, je disais que notre système éducatif a accusé beaucoup de retard et nous devons nous rattraper pour être compétitifs sur le plan international. Et pour ce faire, cela va demander aussi une réforme profonde du système d'éducation. Et les détails sont exposés sur mon site, www.davidbani.com, et puis il faut aller dans le thème. Ce qui veut dire que M. Bani, comment voyez-vous, hein, Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, est-ce que M. Bani, hein, président Bani, maintiendra Mme Kandia Camara? Dans un État qui fonctionne normalement, Mme Kandia Camara ne pouvait pas être ministre de l'Éducation nationale. Pour moi, c'est une punition que le chef de l'État a voulu donner à la Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le niveau requis
pour être un modèle dans l'enseignement. Elle n'a pas le niveau requis. Et Qu'est-ce ça, que- elle a fait montre de ça plusieurs fois. Ok, Elle a d'accord. fait montre de ça. Donc, c'est comme vous prenez quelqu'un pour être professeur de mathématiques dans la classe, il n'a aucune formation. Mais les élèves vont finir par détester les mathématiques ou bien par être des élèves incompétents. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, les résultats sont là. Non seulement le niveau de l'éducation a baissé en Côte d'Ivoire, mais le diplôme ivoirien a perdu de la valeur, le diplôme ivoirien s'achète sur la table. Et c'est pas une fierté pour la Côte d'Ivoire. Mais madame la ministre, elle ne perd pas de changement. Voilà, donc c'est mon point de vue. Elle ne mérite pas d'être là. D'accord. Alors, c'est là, vous parlez de la gratuité donc, de l'école. Là, vous allez trouver les financements pour cela quand on sait que dans le temps, autant Oui. de président au fait, le budget quand même de fonctionnement de l'éducation nationale avoisinait les 40%, il était difficile donc d'entreprendre d'autres projets. Et là, Oui. vous parlez de la gratuité donc, de l'école, là, vous allez trouver les financements. Étant donné que l'éducation, étant donné que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, il nous appartient de favoriser le développement de ces jeunes en leur offrant l'école gratuitement. Comment est-ce que je compte le faire? Je vous ai d'abord parlé comment est-ce que je vais limiter la corruption. La Côte d'Ivoire perd des milliards par an à cause de la corruption. Donc, vous allez financer votre programme grâce au, disons, l'argent que vous allez récolter en luttant contre la... En partie, oui. partie. En partie, oui. Je ne peux pas tout déballer ici, mais en partie, oui. OK. Allez-y, continuez. Et donc, là, encore plus loin, vous avez parlé de la gratuité donc de l'hôpital. Nous sommes dans un régime socialiste, c'est un peu cela? Non, ce n'est pas un régime socialiste parce qu'il y a des pays qui le font et ça marche. Un régime socialiste, bon, c'est une expression qui fait peur aux gens, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de café et de cacao. La Côte d'Ivoire produit le pétrole, la Côte d'Ivoire produit l'or, la Côte d'Ivoire produit le diamant, la Côte d'Ivoire le fer. Je pense que nous pouvons, à partir de toutes ces ressources, produire, donner à nos parents, offrir à nos parents des hôpitaux à des coûts réduits ou bien gratuits pour certaines personnes. Donc, cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible si nous faisons une bonne gestion de nos ressources. Je vais bien comprendre. La gratuité aussi, c'est pour tout le monde, bien vous avez dit certaines personnes. Je vais être bien clair. Pour tout le monde? Oui, non, la gratuité de l'hôpital, moi, j'ai grandi au pays jusqu'à 24 ans avant de quitter. Bon, c'est vrai que la population de la Côte d'Ivoire à ce temps n'était pas la même, mais nous allons copier les systèmes qui marchent dans ce sens-là. On va prendre un peu du système au Canada, on va prendre un peu du système en Finlande, on va prendre un peu du système en France, où quand on parle de gratuité, ce n'est pas la gratuité à 100%. La gratuité, pour ceux qui n'ont pas les moyens, la gratuité pour un certain âge, la gratuité jusqu'à un certain niveau. Donc, globalement, on appelle ça gratuité, mais il y aura des décomptes. Mais vous êtes allé plus loin en parlant donc de payer aussi les sans-emploi. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des effets d'annonce? Comment vous allez financer tout ça, M. Bani? Oui, d'être un peu direct. Ici, oui. Ce n'est pas des effets d'annonce. Ça se fait aux États-Unis. Un pays qui a plus de 320 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas nous 25 millions, on ne peut pas le faire. Mais de la façon, il faut le faire. Quand on parle de sans-emploi ici, on parle des gens qui ont travaillé et qui ont perdu leur emploi. Parce que quand tu travailles, tu contribues déjà à la caisse sociale. Donc, quand tu perds ton emploi, c'est normal que l'État te prenne en charge. L'allocation chômage? Voilà, c'est ça. OK, d'accord. OK. D'accord. Et là, vous avez bien élaboré la justice pour tous. Hein. Aujourd'hui, quand on écoute le juge Gras, il dit que la justice est devenue donc la plaie. Et puis, la justice peut être aussi la source de nombreux problèmes actuellement en Côte d'Ivoire. Et vous avez articulé un peu votre programme autour de cette justice pour tous. Alors, comment vous allez réellement implémenter? Et quand on sait que le président Bani prendra une justice un peu aux ordres, comment vous allez implémenter cela? Celui qui était aux ordres, c'est tellement de l'ancien pouvoir. Je vous comprends. Pour réussir dans ce domaine, il faut faire contrairement à ce que fait le chef de l'État en ce moment. Je vais d'abord repartir sur... C'est très simple. Il faut respecter la séparation des pouvoirs.
Ça fait un. Et de deux, si nous luttons contre la corruption, ça veut dire que nous allons appliquer le droit là où il faut appliquer le droit. On n'a même pas besoin de surveiller un juge ou bien de craindre que le juge sera corrompu par un Libanais ou bien par Pierre ou bien par Paul. Donc, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des interventions. Parce que le juge n'a pas les mains libres, le procureur n'a pas les mains libres, personne n'a les mains libres, tout simplement parce que le chef de l'État a tenu à contrôler tous les pouvoirs. Et ça, j'ai commencé à le déplorer depuis très longtemps. Ce n'est pas seulement à la justice. Prenez le cas de l'Assemblée nationale, prenez le cas du Sénat. Dans quel pays au monde vous avez vu qu'on donne au chef de l'État 30% du Sénat? Lui-même, il s'octroie 30% des sénateurs. C'est quelle loi ça? Donc, ça veut dire que déjà, les sénateurs ne peuvent pas voter contre toi. Donc, il n'y a pas un Sénat sur lequel on peut compter. Il n'y a pas une Assemblée nationale sur laquelle on peut compter. Le système judiciaire, il n'est pas indépendant. Donc, si nous faisons le contraire de ce qu'il fait, c'est-à-dire laisser les juges faire leur travail, laisser les députés faire leur travail, laisser les sénateurs faire leur travail, il n'y a pas de raison que le système judiciaire ne soit pas équitable. Et le plus déplorable, c'est le côté des députés. Depuis que j'ai créé mon parti politique, je continue à me battre avec le gouvernement. Parce que, et je ne suis pas le seul, vous êtes sans l'ignorer, quand un parti politique est reconnu, le gouvernement, le parti au pouvoir, va corrompre vos députés. C'est-à-dire, un parti politique pour avoir la subvention qui sont prévues par la loi, il faut avoir 3 députés. Et le gouvernement, le régime en place, t'empêche d'avoir les 3 députés. C'est-à-dire, si tu as 3 députés, ils s'en vont acheter tes députés, ils s'en vont les corrompre pour changer de camp. C'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Nous devons prendre une loi pour interdire ce genre de comportement. La part d'un chef d'État, de la part d'un régime, c'est inacceptable. Parce qu'avec ça, nous ne pouvons pas avoir la démocratie. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Si il ne peut pas avoir de débat, si le parti au pouvoir doit s'accaparer tous les pouvoirs, il veut avoir les sénateurs, il veut avoir les juges, il veut avoir les députés. Donc, pour me résumer, c'est très simple. Nous allons faire contrairement, d'une part, faire contrairement ce que le chef d'État fait, c'est-à-dire laisser les gens travailler librement, sans prendre parti. Et deuxièmement, nous allons faire appliquer le droit. Et je pense que ça peut marcher ainsi. Alors, vous avez, plus qu'on parle de justice et puis de faire appliquer un peu donc, le droit, et surtout, vous avez parlé aussi donc, de réconciliation, de graves violences ont eu lieu ces derniers temps, ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. On a parlé, les chiffres varient entre 6 et 26 morts pour des manifestations. Faut-il craindre aujourd'hui, on peut parler des conflits intercommunautaires? Avez-vous des craintes? Ah oui, ça, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Avant les élections de 2010, on parlait des crises post-électorales. Mais avec les élections de 2010, on parlait de crises post-électorales. Mais maintenant, nous parlons de crises préélectorales et après, nous allons parler de crises post-électorales. Donc, la situation est plus grave que c'était avant. Et pour éviter cela, c'est la Cour constitutionnelle qui va faire le bon travail. Je reviens sur cette expression encore. La Cour constitutionnelle qui va faire donc le travail. Bon, d'accord, je vous comprends. Bon, vous avez beaucoup plus parlé de réconciliation. Certaines personnes pensent qu'il faut une grande, enfin, les États généraux, on ne peut pas parler d'États généraux, mais on peut parler plutôt d'une concertation nationale avant des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que réellement nous avons le temps de le faire en ce moment? Oui, moi je pense que pour que ça marche, ce sera après les élections. Mais les 3 premiers mois après les élections. Parce que le fait avant les élections, chacun veut tirer les ficelles à son avantage. Et avec ça, ça ne va jamais marcher. Mais après les élections, celui qui sera élu, il a les pleins pouvoirs pour aller vers le peuple et aller vers tout le monde pour réaliser la réconciliation nationale. Mais le fait avant les élections, ce serait une bonne chose. Peut-être dans un pays où, bon, la liberté d'expression, où on a une bonne appréciation des réalités du terrain, oui.
Les Sénégalais l'ont fait et ça marchait pour eux. Mais aujourd'hui, nous sommes divisés pendant pour plus de 20 ans. Qui va véhiculer le message à gauche, qui va véhiculer le message à droite, ce sera très difficile. Mais s'il y a un pouvoir qui est en place, un nouveau pouvoir qui est en place, je pense que ce pouvoir peut prendre son bâton de pèlerin pour faire le travail qu'il faut. Vous êtes un pasteur, beaucoup de personnes ne le savent pas. Oui. Le plus souvent, ces derniers temps, on parle beaucoup plus donc, de mariage entre les homosexuels. Quelle est réellement votre opinion par rapport à ça? Est-ce qu'un président Bani accepterait un peu cela en Côte d'Ivoire? Je respecte toutes les religions parce que nous avons un seul Dieu. Je respecte ceux qui ne croient pas en Dieu non plus, mais je suis contre l'homosexualité. C'est peut-être le droit de certaines personnes de faire ce qu'elles veulent faire, mais le mariage entre homosexuels, je suis contre cela. Et si je me dis aussi, je suis un progressiste conservateur, un progressiste républicain. Ces derniers temps, nous avons assisté quand même à la pédophilie au niveau donc, de la religion catholique. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un peu de l'hypocrisie d'accord, des prêtres qui pratiquent la pédophilie et puis qui sont contre un peu l'homosexualité ou bien le mariage homosexuel? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que le pape il est en train de réparer les choses. Il est en train de se battre depuis qu'il a pris les rênes à Rome pour changer les choses. Bon, je pense que il faut lui donner le bénéfice du doute, il faut lui donner le crédit. Il a quand même il a montré son intérêt, son attention de changer les choses. Ce sont des habitudes qui se pratiquaient depuis très longtemps, ne vont pas brusquement disparaître, mais je pense que si le pape continue le travail, bon, ça va aller. D'accord. On sentira le changement, quoi, je veux dire. Avant donc de poser d'autres questions, souffrez, M. Bani, nous allons prendre quelques réactions donc, des auditeurs et puis revenir pour continuer la suite de notre émission. Je vais rapidement aller du côté donc, de M. Laurent Ayei, qui va poser donc sa question. Monsieur Laurent Ayei, allez-y pour votre question. Merci, commandant Jacques. Je salue votre invité. Vous l'entendez, M. Bani? Oui, je l'entends très bien, merci. Okay, alors, M. Bani, bonsoir. Bonsoir, M. Adjei, comment vous allez? Ma question va se porter sur la pratique de la loi. C'est vrai, vous voulez faire un changement au niveau juridique. Mais quelle place donnez-vous à la loi dans le pays? Quelle place allez-vous donner à la loi? Puisqu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Je ne sais pas si je comprends très bien la question. Vous avez bien compris la question, M. Bani? Oui, je pense. OK, allez-y. Il veut attirer mon attention sur le fait que il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire, que la situation est très grave. Le changement, la réforme pour le système judiciaire, c'est le premier point dans mon programme de gouvernement. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, est très ancré dans la corruption depuis des décennies. Donc, le problème, on peut même être classé... Il y a eu des rapports sur les pays les plus corrompus dans le monde et en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas loin du Nigeria. Donc, c'est un problème sérieux. Je crois que c'est ce que M. Adjei veut souligner. Et pour revenir sur la question, ce n'est pas impossible de rétablir l'état de droit. Ce n'est pas impossible d'imposer le droit. Parce que si les gens savent qu'il y a un nouveau shérif, permettez-moi d'utiliser cette expression, il y a un nouveau shérif dans la ville. Aujourd'hui, pourquoi les Ivoiriens veulent le changement dans la majorité? Parce que nous savons que si le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, est réinstallé, eh bien, il est reconduit, ceux qui pratiquent la corruption, ils vont-ils la pratiquer parce qu'ils ne sentiront pas de changement ni de menace. Ceux qui pratiquent les vols, les forfaitures, ils vont continuer parce qu'ils ne sentiront pas de changement. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup le poussent à être candidats pour se protéger eux-mêmes. Donc, pour réussir à
à apporter le changement dans le domaine juridique, il faut d'abord changer de shérif. Il faut un nouveau leadership à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça va tout de suite donner le message que, attention, peut-être qu'il ne sera pas comme l'autre. Ça, c'est un. Et de deux, il faut sanctionner les gens qui violent la loi. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, si un policier ou bien un douanier se permet de racketter les gens, on applique la loi dans son dans sa forme. Et j'irai plus loin pour dire que dans mon gouvernement, si tu fais ça, tu vas avoir une retraite anticipée sans salaire. Donc, si les gens connaissent les conséquences qui les attendent en violant la loi, ils vont prendre des mesures. Au Ghana, je prends l'exemple du Ghana, où les gens volaient beaucoup. Et le gouvernement a adopté des mesures qui étaient difficiles, qui ont été critiquées. C'est-à-dire, quand tu voles, on t'attrape, on te juge, tu es condamné, on te coupe un bras. On t'attrape à 2 enfants, on te coupe les 2 bras. C'est peut-être dur, mais le Ghana aujourd'hui est un modèle. Ça ne vole plus au Ghana. Tout le monde vient investir au Ghana. Donc, nous devons utiliser le président les mesures qui vont... un peu cela en Côte d'Ivoire, couper un peu des bras, c'est un peu cela, un peu? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit Voilà, ça, désolé. voilà. Mais je veux dire que d'accord. on peut apporter le changement quand les gens savent qu'il y a des conséquences lorsque tu violes la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Pourquoi on ne peut pas repartir dans le système du président Houphouët-Boigny? Je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption pendant ce temps, mais tu es sûr que quand tu vas en justice, si tu as raison, tu vas avoir gain de cause. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, pour me résumer, nous pouvons changer la situation, mais il faut un nouveau leadership. Et puis, il faut que les gens sachent les conséquences, les attentes qu'ils vont violer la loi. Sinon, personne n'est au-dessus de la loi, même pas le chef de l'État. Voilà. Alors, je ne sais pas si M. Agueyi est satisfait. Alors, une petite minute, le temps donc de permettre à M. Agueyi. Voilà, je crois que M. Agueyi. Alors, M. Agueyi, vous êtes satisfait ou bien vous avez une deuxième question? Allez-y rapidement. Je suis satisfait. Bani est mon ami. S'il est élu, je pense que je serai prêt à l'aider, surtout dans ce domaine. Je ne suis pas juriste, hein. Je ne suis pas un lawyer, un avocat, mais quand on a bonne foi et qu'on aime son pays, il a cité le cas du Ghana, il faut mettre la rigueur. Il faut qu'on fasse en sorte que la loi ne soit plus piétinée par n'importe qui, que la loi soit au-dessus et que la loi gère désormais notre pays. Je serai prêt à l'aider à implémenter cela. Alors, j'ai une inquiétude. Actuellement, il y a des armes qui circulent dans le rang du RDR. Est-ce que Bani en a informé? Il y a des armes qu'on a vu défiler de chez Kader Kamara et d'autres. Est-ce que M. Bani est informé? Mais ça, c'est un peu... Et est-ce qu'il y a quand même des preuves par rapport à ça pour le moment? Il y a beaucoup de spéculations. Vous avez des éléments? Nous avons des preuves. OK, d'accord. Nous avons des preuves. Donc, qu'est-ce que Bani dit cela? Est-ce que Draman est en train de préparer une élection ou bien de préparer une guerre? Bon, M. Bani, vous avez... Merci. Et voilà, d'accord. Oui, avant de revenir sur cette question très importante, je voudrais rebondir sur la précédente question. Depuis bientôt 1 an, sinon plus, je ne cesse de sensibiliser les communautés de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Je vais parler des ressortissants des pays voisins. Pour leur dire, vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire, mais n'allez pas violer les lois électorales. N'allez pas faire des cartes d'identité frauduleuses pour violer la loi. Il y aura des conséquences. Et c'est dommage, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays, on le voit sur les réseaux sociaux, no man's land. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais nous allons, l'ordre va revenir. Et je vais tout le même pour dire, dans mes posts sur Facebook et bien dans les télévisions, pour leur dire, écoutez, vous courez des risques après les élections. Vous courez des risques. Donc, c'est un problème sérieux. Nous sommes conscients. C'est un problème sérieux. Mais tout ça, pour revenir là-dessus, c'est avec le changement. Merci pour la question. Et pour ce qui concerne les armes, oui, c'est une réalité. C'est un secret de polichinelle. Le chef de l'État, il a un groupe armé. Il y avait même 3, il n'est pas le seul. Il y avait 3 groupes armés en Côte d'Ivoire.
Et j'avais fait une manifestation, j'avais organisé une manifestation devant la Maison-Blanche. J'avais justement dénoncé ça pendant ce temps, en avril 2019. J'avais dénoncé le fait qu'il y a des groupes armés en Côte d'Ivoire et que nous ne pouvons pas aller aux élections avec des groupes armés. Le chef de l'État, il a un groupe armé, il a un groupe armé, il y a d'autres candidats qui ont des groupes armés. Il y a 3 groupes armés en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne pouvons pas aller aux élections avec ça. Bon, et pendant ce temps, les sénateurs sont venus à Abidjan, bon, jusqu'à le gouvernement, même jusqu'à aujourd'hui, dans nos revendications, nous parlons de ces groupes armés. Nous demandons le report des élections en tenant compte du fait qu'il y a des groupes armés en Côte d'Ivoire. Il y a des armes qui circulent en Côte d'Ivoire. Et nous ne sommes pas les seuls. D'ailleurs, même les organisations internationales sont inquiètes du fait qu'il y a des armes qui circulent. Parce que quand il y a un petit problème seulement, pourquoi pensez-vous qu'ils font sortir les ressortissants? Quand il y a un petit problème, ils font sortir les ressortissants parce qu'ils savent qu'il y a des armes incontrôlées qui circulent en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une réalité. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, mon combat aujourd'hui, c'est de purement et simplement reporter les élections. C'est pourquoi j'ai demandé à la Cour constitutionnelle. Comme si je dis que reporter les élections, on me dit, mais c'est sur quelle base? J'ai utilisé une stratégie qui dit que annuler purement le code électoral. Si le code électoral est annulé, nous allons reporter les élections, nous allons revoir la liste électorale, nous allons aplanir les choses pour ne pas que, avec les armes, on aille aux élections. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et j'en profite pour lancer un appel aux organisations internationales, à l'ONU, aux États-Unis, à la France, de ne pas fermer les yeux sur cela. Parce que ce qui va se passer, la Côte d'Ivoire va devenir poudrée aussi pour Al-Qaïda. Et donc, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Alors, une question qui vient de Mme Chantal depuis New York qui dit poser cette question au président, à M. Bani, voilà, à M. Bani. Est-ce que, dans le cas de la justice pour tous, est-ce que M. Bani traduira tous ceux qui appellent aujourd'hui à un 3e mandat de M. Ouattara en violation de nos lois? Bon, j'avais dit dans mes déclarations que je ne poursuivrai personne avant 2020. J'avais dit dans mes déclarations que nous allons repartir sur de nouvelles bases en Côte d'Ivoire. Mais voyez-vous, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui fait qu'après les élections, c'est difficile de réconcilier les populations. Parce qu'il y a des gens ouvertement qui violent la loi. Il y a des gens ouvertement qui s'adonnent à des crimes et à des forfaitures. Mais ce qu'ils oublient, les temps ont changé. Il y a des vidéos, il y a des photos. Les records seront là pour la postérité. Ils doivent craindre d'être poursuivis après. Parce que quand on parle de l'ENIAS, quand on parle d'amnistie, mais ça ne veut pas dire que tu vas violer la loi ouvertement, expressément, et puis après tu vas espérer que bon, on va te pardonner. J'en profite pour lancer un appel, pour dire que, attention, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que je supporte M. Ouattara que je vais commettre des crimes pour que M. Ouattara soit élu. Parce que celui qui va venir après, ça dépendra de sa bonne humeur, il peut vous poursuivre. Donc, j'ai été élevé par un juge, par un homme très droit, qui était même à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel. J'ai étudié le droit et je suis un pasteur. Donc, et le droit s'inspire de la Bible, de la religion. Donc, je suis vraiment méticuleux sur ce facteur parce que si nous ne respectons pas le droit, si nous ne respectons pas la Constitution, nous ne pouvons pas vivre en paix entre nous. Donc, c'est un facteur très important sur lequel vous serez d'accord avec moi qu'il y a du travail à faire. Madame Châtel revient encore pour poser encore la même question dans le même cadre de la justice pour tous. La commission Dialogue et Vérité a rendu un rapport au président Alassane Dramane Ouattara qui jusqu'à présent est resté donc dans les tiroirs. Que fera donc le président Bani une fois élu? C'est une très bonne question. Je vais chercher à... J'ai pu avoir une partie de ce rapport. Je n'ai pas eu l'intégralité. Et ce qui s'est passé dans notre pays est vraiment déplorable. Et les victimes, la grande majorité des victimes n'a jamais été consolée. Et quand je parle de réconciliation, les 3 premiers mois de mon mandat, c'est à tout ça que je fais allusion. Il faut repérer ces victimes, il faut leur rendre justice. Leur rendre justice, c'est aussi les dédommager. Il ne suffit pas de dédommager une partie de personnes à Bobo, puis dire que bon, les victimes ont été dédommagées.
Et cela aussi sous-entend que tous les prisonniers politiques seront libérés. Ils seront libérés et ceux qui ont été incarcérés à tort, on doit leur permettre d'être réinsérés dans la société et leur permettre de vivre le reste de leur vie paisiblement. Et si le gouvernement peut les aider, les aider. Parce que tout ça, c'est ce que nous devons faire pour réaliser la réconciliation. Il ne suffit pas d'aller aux élections et puis bon, on pense que bon, on a réconcilié les Ivoiriens, on continue. Nous devons dédommager, nous devons rendre justice à ceux qui ont été pétris dans leur cœur, ceux qui ont perdu des biens, ceux qui ont perdu des familles. Et ça, je tiens. Oui. Monsieur Kofi, qui nous appelle depuis, c'est où ça? Michigan, voilà, qui dit poser la question très claire à Monsieur Bani, qui nous donne une réponse très claire. Est-ce que Monsieur Bani a-t-il, oui ou non, le parrainage nécessaire pour se présenter à ces élections? Sinon, qu'il arrête de nous perdre le temps. Allez-y. Merci bien. Oui, je ne perds le temps à personne parce que peut-être que je suis l'un des candidats peut-être les moins connus parce que je n'ai pas travaillé dans le gouvernement comme mes adversaires. Je n'ai pas amassé l'argent comme mes adversaires. Mais sachez que depuis que je suis à Washington, depuis les années 2009, j'ai fait partie presque de toutes les grandes marches d'opposition pour apporter la stabilité dans mon pays. J'ai visité presque tous les bureaux des sénateurs. J'ai souvent déposé des pétitions de 52 pages. Même jusqu'à aujourd'hui, à 11 h aujourd'hui, j'étais au téléphone avec le département d'État. Avant que le gouvernement américain ne produise leurs déclarations, combien de pays ont produit des déclarations pour supporter pour dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à part les États-Unis? Avant que les États-Unis ne produisent une déclaration, j'ai fait un travail de sous-marin sans dormir, sans relâche. Et M. Jacques, ce fut la première question que vous avez posée. Pourquoi j'ai posé ma candidature? Je l'ai expliqué. Donc aujourd'hui, je ne veux pas perdre le temps à personne. Mais je dis et je répète que la loi qui nous amène aux élections est une loi anticonstitutionnelle. Et même le fait de déclarer ma candidature de la CEI à la Cour constitutionnelle, ce n'a pas été un travail facile. Ça, je peux challenger que ce n'a pas été un travail facile, je vous le dis. Vous ne savez pas ce que je fais. Je fais de mes heures de 2 h du matin quand je suis souvent debout à 1 h du matin. Donc, je rejette l'expression qu'il ne faut pas, il va nous perdre le temps. Parce que accepter, je vous ai même démontré avec les preuves à l'appui que j'ai écrit à la Cour constitutionnelle pour rejeter le code électoral et ça en me basant non seulement sur les événements que nous vivons en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le droit. Donc, quelqu'un qui pose ces actes, il n'est pas en train de jouer, je suis désolé. Quelqu'un qui pose des actes pour écrire au sénateur, pour écrire à la Maison-Blanche, pour écrire à la Cour constitutionnelle, qui fait des conférences, je ne pense pas que je suis en train de perdre le temps à quelqu'un. Bien au contraire, depuis que j'ai commencé cette campagne, ma vie privée a même changé. Je n'ai pas de vie privée. Je ne dors pratiquement pas. Par moment, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais sachez que ce n'est pas un combat facile. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, et permettez-moi, M. Jacques, c'est pour ça d'ailleurs, je suis le seul candidat de la diaspora. Il y a des gens qui auraient voulu être candidats, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut reconnaître que le monsieur, il se bat, il a beaucoup de courage. Mais il ne faut pas venir me dire que non, je perds le temps aux gens. Je suis désolé. Voilà. Avant de prendre les questions du pasteur Nda, M. Sangaré, M. Kouakou et autres, hein, c'est M. Digbe. Il dit, j'aimerais avoir une réponse claire à ma préoccupation. Il dit, ma préoccupation est laquelle? Je lis comme c'est qu'il a, voilà, comme j'ai vu. Hein. Il dit, 2 camps se sont battus. Il y a un camp qui a été traduit à la Cour pénale internationale et ce camp a été reconnu non coupable. Est-ce que le président Bani va traduire l'autre camp en justice ou bien mènera l'autre camp aussi à la Cour pénale internationale? Bon, moi, je pense que quand je parle de réconciliation, c'est d'oublier tout ce qui s'est passé avant, mais dédommager ceux qui méritent d'être dédommagés et faire la paix pour avancer. Mais s'il y a des gens qui commettent les crimes à partir de 2020, sous mes yeux, ils seront poursuivis. Mais ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire de 2000
jusqu'à 2020, je considère qu'il y a des avocats qui s'en occupent, il y a des gens qui s'en occupent, ce n'est pas mon devoir. Et avant 2000 alors? Avant 2000? Ce qui s'est passé avant 2020, je vais dire que ce qui s'est passé avant les élections, Avant les élections, d'accord. Ça ne me concerne pas. Quand je dis ça ne me concerne pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas reconnaître la souffrance de ces gens, mais les injustices qu'ils ont subies. On va convoquer des conseils généraux, on va les dédommager. Vous avez parlé de justice pour tous. Il n'y a pas de statut de limitation en matière de crime. Vous avez parlé de justice pour tous. Oui, il n'y a pas de statut de limitation, mais la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si je viens m'asseoir, je viens ici m'asseoir pour dire que je vais poursuivre et poser pour ma candidature n'ira nulle part. D'accord. Mais merci. On vous a capable de lire entre les lignes. Merci. Vous avez répondu à la question. Alors, je vais venir du côté du pasteur Nda. Alors, pasteur Nda, allez-y pour vos questions. Oui, Jacques, merci. C'est le bon dernier question qui me fait rire, la réponse du pasteur Bani qui me fait rire. Il dit que s'il dit la vérité, tout de suite, la candidature n'ira nulle part. Donc, oui, je ne refuse pas de dire la vérité. Non, je vous comprends. Je ne refuse pas de dire la vérité. Qui veulent faire leur travail, mais qui ne pas bien faire leur travail parce qu'il y aura trop de pression. C'est ce qu'il est en train de nous dire. En fait, c'est comme ça que j'explique. Bonsoir, pasteur. Mon nom, c'est pasteur Nda. J'ai une question pour vous. Allez-y. Vous avez parlé de la police. Vous avez parlé de la police. Vous avez parlé de la justice et de la corruption. Comment vous allez réconcilier tout ça? Une police qui est corrompue, une justice qui est corrompue, n'est-ce pas? Donc, des auxiliaires de justice qui sont corrompus. Et vous voulez un appareil judiciaire qui est libre. Vous êtes sûr que vous allez empêcher, vous allez lutter contre la corruption contre ça? Parce qu'aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre formule que vous pourriez apporter au cas où lorsque vous serez élu, n'est-ce pas, pour que nous ayons une justice qui fonctionne mieux? D'accord. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. La justice est aux ordres, les juges sont aux ordres, et ceux qui ne sont pas aux ordres sont étouffés par ceux qui sont aux ordres. Et la police et la gendarmerie font partie de tout ça. Alors, comment Dr Bani entend résoudre cela? Vous savez, merci. Vous savez, au temps du général Gueye, on disait que dans le temps, si tu marches au plateau, bien dans la rue d'Abidjan, n'importe où, on t'arrache ta montre, t'arrache ta médaille, la Côte d'Ivoire avait une mauvaise réputation. Mais le général Gueye a réussi à mettre de l'ordre. Cela a été critiqué parce qu'il a agi de façon catégorique, il a fait des arrestations. Et il a réussi à mettre de l'ordre au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, les microbes sont un phénomène incontrôlable. Donc, nous allons prendre point par point nos problèmes. Au niveau de la sécurité, je demanderai à mon ministre de l'Intérieur, tu as 3 mois pour mettre de l'ordre dans la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays. On peut le faire. On va s'inspirer de ce qu'a fait le général Gueye. Au niveau de la justice, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué et c'est faisable. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si les gens connaissent les conséquences quand ils violent la loi, et puis ils voient quelqu'un qui a violé la loi, qui a été sanctionné sans intervention, comme on le fait aujourd'hui, les autres vont en tirer une leçon. C'est pour ça, justement, quand on parle de paix et justice, c'est pour que celui qui a commis un crime, il paye un prix pour que ça serve de leçon aux autres. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, personne ne paye un prix, ou bien la justice n'est pas juste. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe. Mais je vous le dis et je vous le répète, c'est ma conviction que s'il y a un nouveau shérif, et bien sûr, il y a des premières personnes qui vont violer la loi, mais elles seront sanctionnées dans le full contexte de la loi. Ça va servir d'exemple aux autres et ça va changer les choses. Et j'ai aussi donné l'exemple du Ghana. Je ne dis pas qu'on va couper les bras, mais c'est une façon de dire que si on est rigoureux, l'expression vient de Messager, si on est rigoureux, le message va passer, les gens vont changer. Parce que ce n'est pas des animaux qui vont gouverner, ce sont des êtres humains. Et
chacun tient à sa vie. À un moment donné même, moi, je me disais qu'il fallait un retour de la peine de mort en Côte d'Ivoire. Mais cela n'a pas été, et cela a été très mal interprété. J'ai dit, OK, mais le temps viendra où on va appliquer ce qu'il faut faire, on va trouver les solutions pour ce qu'il faut faire, mais nous sommes obligés de passer par là, si on veut rétablir l'état de droit. Il y va pour aussi la stabilité des business. D'accord. J'espère avoir... Une autre question? Hein? Une autre question, ou bien on peut avancer? Oui, Jacques, en fait, bon, je pense que bon, je ne vois, j'ai pas une réelle visibilité de ce que le docteur Bani dit. Parce que, oui, c'est un débat. Vous pouvez faire des suggestions aussi. Hein? Ce sont les juges. La plupart des juges sont corrompus et essaient de corrompre ceux qui veulent respecter le code d'éthique. Qu'est-ce que le docteur Bani, qui devient président, va faire face à oui, ça? OK, je comprends sa question. Je vais y revenir. Vous ne voulez pas poursuivre les gens. Oui. Et même les crimes de sang qui ont eu lieu, comment vous allez dédommager, comment vous allez réconcilier une société qui a été étouffée par la justice. Voilà le problème. C'est ma question. Nous voulons comprendre en fait comment vous allez faire et comment vous allez régler le problème de la police qui est sous-payée, qui est bon. Est-ce que vous avez évalué les problèmes de la police réelle et les problèmes de la gendarmerie? Voilà, donc c'est tout ça. Parce que l'appareil judiciaire, c'est une sacrée machine, hein? Une grosse machine. D'accord, pasteur, on a compris. Hein? Alors, M. Bani, allez-y. Merci. Je remercie l'auditeur, il a apporté plus de clarifications à sa question. Pour ce qui concerne les juges, c'est pratiquement la même situation. Et je l'ai dit tantôt dans mon... Peut-être qu'avant qu'il ne soit connecté, j'ai cité le policier, j'ai cité le douanier, mais j'ai aussi cité le juge. J'ai dit, s'il y a un juge ou bien un policier, ça donne à la corruption, il va dans une retraite anticipée sans salaire. Vous pensez que si un juge sait qu'il va perdre son emploi pour toujours, sans salaire, il va s'ordonner, il va se permettre de prendre 100 000 francs, bien 1 million d'un Libanais? Je ne pense pas. Mais nous allons mettre sur pied une commission qui va sérieusement travailler sur ça et qui va suivre ce travail-là. Pour ce qui concerne les policiers, pour ce qui concerne les douaniers, pour ce qui concerne les juges, c'est le même système. C'est la tête. Si la tête donne le bon exemple, je pense qu'on n'aura pas de plan pour faire respecter la loi. Parce qu'ici, il s'agit de faire... Les lois existent, hein? Les lois existent. Il faut seulement les faire respecter. D'accord. Merci beaucoup, hein, Pasteur Dan. Nous reviendrons vers vous si nous avons un peu de temps encore. Voilà. Alors, on va aller rapidement du côté de M. Kwaku. Lui nous appelle depuis l'État de Maryland. M. Kwaku, allez-y pour votre question. Hey, how's it going? Good evening, Mr. Roger. Yeah, I'm fine. And yourself? Yeah, yeah, fine, pretty good. I have a question for your particular guest, Mr. Roger. I hear him. I want to know. He said he wrote to the president, to the U.S. government, to the Senate too. So I want to say good evening to him too as well. So I have one question to him. I want to know if he becoming to be a president of Ivory Coast, how many jobs so far he will definitely going to create it for the Ivorian people. That's my question. And I wish him nothing but the best. And hopefully, when he want to do his campaign, and make sure to go to Ivory Coast, because a lot of people have a concern, a question to ask to him too as well. Thank you. Voilà, pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils veulent vraiment savoir combien de jobs, monsieur, de façon ramassée, hein, que le président Bani va créer. Hein, voilà. Alors, président Bani, vous pouvez répondre en anglais comme en français pour ceux qui sont en ligne. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci bien. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde en anglais ou bien en français? Il comprend le français? It doesn't matter. It doesn't matter. So. OK, merci beaucoup. Oui, il a posé une bonne question, deux bonnes questions. Je vais commencer par la dernière. Et on en avait déjà parlé d'ailleurs. Quand est-ce que je dois me rendre à Abidjan? Je crois que c'est ce qu'il a demandé pour communiquer avec le peuple. C'est mon souhait le plus ardent. Et je suis en train de travailler dessus. Et Dieu merci, nous avons une équipe très dynamique sur la place. Mais le peuple veut échanger avec moi. Donc, je suis en train de me battre pour voir comment est-ce que nous pouvons réaliser cela. C'est mon souhait d'aller dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour véhiculer mon message de changement. Et combien d'emplois je vais créer? Notre jeunesse, la population ivoirienne, le niveau de chômage, suivant les statistiques,
il est entre 70 et 90%. C'est très grave. C'est très grave. Et ce sera ma priorité de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour créer des emplois. Maintenant, combien d'emplois je vais créer? Il ne faut pas chiffrer ça. Cela dépend. Voilà, je ne peux pas donner un nombre exact, mais nous allons, je promets que les 6 premiers mois ou bien la première année, nous allons considérablement réduire le chômage. Mais comment nous allons le faire? Quand vous parlez de créer des Bon, d'abord, où vous allez oui, je viens. D'abord, il faut contrôler l'immigration. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays sans frontières. Quand tu prends le cas de la frontière au Burkina, les gens payent 300 francs, 500 francs, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Les gens passent par l'eau. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de son, commandant. Il n'y a pas de son. Oui. Il n'y a pas de son, on ne vous entend pas. On entend les réponses. Alors. À part la question du... Oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Allez-y. Voilà, donc je disais que je ne dirais pas exactement combien d'emplois nous allons créer la première année ou bien les suppléments, mais nous allons nous y atteler. Et nous allons aussi fermer le loophole. Et j'ai commencé par parler de l'immigration. Nous allons contrôler l'immigration parce que je ne suis pas contre l'immigration, mais l'immigration est réglementée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pratiquement pas de frontières. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, tu peux payer 300 francs, 500 francs à la sécurité, à la police, à la gendarmerie, et puis tu rentres en Côte d'Ivoire. Les gens passent par l'eau, les gens sortent par l'eau, les gens rentrent par l'eau. Toutes les frontières sont perméables. Il n'y a pas de contrôle de l'immigration. On ne peut pas contrôler le chômage si on ne peut pas contrôler l'immigration. Je crois que c'est la politique même que le président Trump a commencé aux États-Unis n'avait pas été bien compris. Ce n'est pas parce que la personne qui veut contrôler l'immigration est xénophobe. Non. Mais si nous voulons contrôler l'emploi même, on doit contrôler l'immigration. Ça, c'est un facteur. Et deuxièmement, nous allons créer la frontière de Burkina, qu'est-ce que le président Bani fera? Justement, fermer la frontière ou bien réglementer? Comment ça? Qui rentrera en Côte d'Ivoire? Ah oui, mais nous allons... Non, les gens peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas rentrer comme dans une passoire. Et que faites-vous dans les lois de la CEDEAO alors? Que faites-vous de ça? Mais la loi de la CEDEAO ne veut pas dire que notre frontière, les gens paient 300 francs, puis rentrent, mais paient 500 francs, puis rentrent. Ce que je dénonce ici, c'est le silence complice de notre gouvernement qui permet... Et puis, ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement des gens qui sont attirés par le tourisme. Il y a tous les bandits de la sous-région qui rentrent en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un problème grave. Et qu'est-ce que je compte faire? Je compte non seulement les frontières seront strictement surveillées, mais je compte mettre une base militaire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et on ne peut plus parler de rébellion en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas passer par le nord, tu dois passer par l'est ou bien l'ouest pour entrer en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça aux États-Unis aussi. Tu vas en Géorgie, il y a une base militaire. Tu vas en Caroline du Nord, il y a une base militaire. Tu ne peux pas penser que tu vas attaquer les États d'un côté bien d'un autre. Nous allons faire la même chose en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, M. Bani. Et voilà, on va quitter, donc, prendre la question de M. Je crois que lui, il vient de New York. Hein, je pense que ça doit être de New York. C'est de M. Sangaré. C'est bien ça. Sangaré, allez-y pour votre question. Alors, M. Sangaré, si vous entendez, allez-y pour votre question. Voilà, en attendant que M. Sangaré nous pose sa question, je vais poser la question de Mme Guéasson. Elle dit, peut-il nous parler donc de ces dernières démarches auprès des institutions américaines concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question de Mme Guéasson. Est-ce que vous voulez... Voilà, allez-y pour vos éléments de réponse. Merci, Mme Guéasson, c'est une très bonne question. Je voudrais vous faire un témoignage pour situer l'importance de cette question. Dans les années 2009-2008, il y a un monsieur de mon église, un Congolais, qui travaillait à l'ambassade de France. Et je ne sais pas s'il était chauffeur ou bien, mais il travaille à l'ambassade de France. Et
il a appris quelque chose, il est venu partager avec moi. Ce jour-là, le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy, est venu spécialement de France pour aller au département d'État. Et il a dit qu'aujourd'hui, on a eu Babo et puis il était content de sa visite au département d'État, maintenant il repartait en France. Pourquoi je partage cette histoire? Et le monsieur là, il m'a rapporté ça. Et moi, j'essaie d'informer Abidjan. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'information, mais plus tard, nous saurons que la chute du président Gbagbo est partie de cet état de fait. C'est-à-dire le président français, il est venu au département d'État, il a introduit le dossier, et puis le département d'État a préparé le dossier, envoyé à la Maison-Blanche, et Obama a signé, et c'est devenu une exécution par l'ONU. Donc moi, j'ai compris que j'ai souvent écrit aussi à l'Élysée, quand j'écris au sénateur, j'écris à la Maison-Blanche pour exposer les crimes, les forfaitures dans mon pays, les injustices. J'écris aussi à l'Élysée. Mais c'est très rare. Mais les gouvernements ont différentes façons d'agir. Mais j'ai compris que, étant donné que la France est comme une ambassadrice entre l'Afrique, entre mon pays et les États-Unis, pourquoi je ne vais pas directement à la tête, puisque j'ai aussi le privilège d'être à Washington, D.C. Et je me suis perdu pendant 2 ans pour avoir accès au département d'État, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le département d'État américain. Le département d'État, c'est quoi? C'est un grand building ici à Washington qui a un représentant de chaque pays, mais le représentant, il est américain. Il est un représentant pour la Côte d'Ivoire, il est un représentant pour la France, il est un représentant pour tous les pays du monde. Et c'est cette maison-là qui prend toutes les décisions qui concernent un pays. Ça ne va à la Maison-Blanche que pour signature. Et c'est comme ça que M. Gbagbo a été enlevé. Donc, je considère que si je dois me plaindre comme M. Ouattara, je vais directement au département d'État. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour des problèmes de stratégie, mais chacun peut écrire au département d'État. Chacun peut demander audience au département d'État. Et je pense que si nous le faisons ensemble, on va plus avoir des résultats. Donc, pour me résumer, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit au sénateur, j'ai écrit au président américain, j'ai écrit à la fille du président, j'ai écrit à l'Élysée, j'ai écrit à l'ONU. Moi, j'aime écrire. Et c'est le don aussi que Dieu m'a donné. Donc, c'est ce que je fais. Pendant qu'il y a certains qui marchent, j'ai souvent participé aux marches, mais quand je rentre chez moi, c'est ce que je fais parallèlement pour accompagner ce que les autres font. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, je crois que vous l'avez répondu à la question. Il nous reste donc très peu de minutes. On va aller directement à la question de M. Lamine Condé. Voilà, Lamine Condé, qui dit, voilà sa question, ma question à l'invité. Il dit que la constitution actuelle 2016 est illégale. Il participera à l'élection présidentielle sur la base de la même constitution illégale. J'ai besoin d'explications. Merci. C'est une très bonne question. Ça peut prêter à confusion, mais justement, un juriste, quand tu es devant une situation compliquée, tu dois adopter des stratégies que tu penses ça peut marcher. Si je reste chez moi, je dis que bon, la loi, elle est inacceptable, donc je ne serai pas candidat. Mais je ne ferai pas entendre ma voix. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé d'être candidat et puis lutter. C'est pourquoi, je vous l'ai dit en introduction, j'ai été le premier à déposer mon dossier à la CEI. La CEI a été surprise pour 2 raisons. D'abord, elle a été surprise et puis bon, elle attendait peut-être que M. Ouattara qui soit le premier. Elle a rejeté mon dossier, mais après, la CEI m'a appelé et elle a corrigé ses erreurs. Et tous les dossiers à partir de là ont été transmis à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une situation difficile que nous vivons. C'est une situation difficile que nous combattons. Parce que, malheureusement, le chef de l'État, parce qu'il s'agit de lui, ne joue pas franc jeu. Voici quelqu'un, d'abord, pour aller aux élections. Si le chef de l'État voulait prendre un code électoral non contesté, il devrait le faire avant 2015. Parce que après 2015, nous rentrons dans une période électorale. De 2015 à 2020, nous rentrons dans une période électorale. Il ne doit pas prendre de loi à moins que ça ne soit une loi qui corrige quelque chose. Donc, cette loi-là,
qui est prise après 2015, elle est déjà anticonstitutionnelle. Mais je ne peux pas dire que parce que l'anticonstitutionnelle, je vais croiser les bras, je ne vais pas participer aux élections. Mais je ne ferai pas entendre ma voix. Vous pourrez revenir demain, vous me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas présenté et puis maintenant tu vas combattre? Donc, j'ai jugé bon de me présenter et combattre. Et c'est ce que je fais. Et c'est pourquoi j'ai écrit à la Cour constitutionnelle. Moi, je n'ai pas cherché à savoir si la candidature de M. Ouattara, elle n'est pas acceptable. Moi, je suis allé droit au but, dire à la Cour constitutionnelle que cette loi-là, elle n'est pas une bonne loi. Il faut purement et simplement la rejeter. Donc, c'est dans cette optique-là, c'est pour cette raison, je me suis inscrit dans cette optique. C'est comme ça, je pense que je peux avoir gain de cause. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, deux petites questions et nous allons demander votre mot de fin. Monsieur Bani, comment sevrez-vous de la spirale destructive, si on veut voir, de la dette publique et puis de la dette extérieure? Quand on sait que la dette publique est à peu près 4 000 milliards, la dette extérieure, on parle donc de près de 13 à 14 000 milliards. Comment vous allez régler un peu tout ça? Alors là, je ne suis pas un économiste, mais c'est pour ça que je dépense. Je n'aime pas dépenser ce que je n'ai pas. En d'autres termes, et je prendrai aussi l'exemple du président Obama, qui était un juriste, qui n'était pas un économiste, et qui est arrivé à la tête des États-Unis pendant une période très critique, où l'économie était vraiment terrible. Mais il a réussi à redresser l'économie parce qu'il s'est entouré de conseillers, s'est entouré d'économistes. Et pour revenir à votre question, la Côte d'Ivoire est terriblement endettée. C'est un secret de polichinelle. La Côte d'Ivoire est exagérément endettée. Ça, c'est la politique du chef de l'État. Et je ne sais pas encore comment, je ne sais pas qu'est-ce qui est là, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a chargé un pont qui pouvait être fait avec 100 millions, il a chargé 1000 milliards. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est des questions sur lesquelles on va revenir plus tard. On va revenir plus tard parce que nous n'avons pas pour le moment les chiffres exacts. Mais ce que je peux dire, la Côte d'Ivoire est un pays béni. La Côte d'Ivoire est un pays béni et quelle que soit la situation, s'il y a un nouveau leadership, quelqu'un qui fait le consensus de tout le monde, avec le soutien du peuple, on pourra relever les défis qui paraissent immenses quand même. Merci, M. Bani. Finalement, la question donc la plus importante, M. Bani, avant votre mot de fin, vous avez en face de vous, M. Alassane Dramane Ouattara. Que pensez-vous réellement de l'homme? Depuis pratiquement bientôt 30 ans, il alimente la politique ivoirienne. Certaines personnes disent que c'est un dictateur, un satrape. D'autres disent qu'il a des difficultés avec la vérité. D'autres encore disent que c'est un bosseur. Que pensez-vous réellement de M. Alassane Dramane Ouattara? J'ai écrit en 2019 et en 2020, j'ai écrit 3 fois au chef de l'État. Je suis quelqu'un, quand bien même je suis aux États-Unis, à chaque crise dans mon pays, j'écris. Quand il y a eu les tueries à Béoumi, j'ai écrit au gouvernement pour dénoncer ce qui se passait, j'ai fait des suggestions. Quand il y a eu les tueries à l'Ouest, j'ai fait la même chose. La dernière communication que j'envoie au chef de l'État, c'était en janvier 2020. Pour lui dire, pour l'inviter à respecter la Constitution et à se retirer après le travail qu'il a fait. Et j'ai même proposé que moi, dans mon gouvernement, tous les anciens chefs d'État auront tous les honneurs dus à leur rang. Mais je lui ai dit aussi, s'il s'entête, s'il change d'idée pour être candidat, il me verra sur son chemin. En d'autres termes, je suis d'accord avec ceux, je fais partie de ceux qui ne font plus confiance au chef de l'État après qu'il ait déclaré à Yamoussoukro qu'il ne sera plus candidat et puis il s'est dédié lui-même. Je ne lui fais plus confiance. Et s'il a trahi cette confiance avec le peuple, si nous étions dans un État démocratique où on n'envoie pas les microbes derrière toi, on n'envoie pas les encagoulés dans ta maison pour t'enlever, on partait sur le terrain de campagne, le chef de l'État n'a aucune chance devant moi. Parce que je vais exposer son record au peuple vis-à-vis, il n'a pas de chance devant moi. Donc, qu'est-ce que je pense de l'homme? Je pense que
il n'est pas encore tard pour qu'il se retire avec les honneurs d'Iassoran parce qu'après tout, c'est un ancien chef d'État. À partir du 31 octobre, c'est un ancien chef d'État, qu'il se retire dès maintenant. Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Nous voyons des armes qui circulent en Côte d'Ivoire. Nous voyons les provocations par son entourage, parce qu'un chef d'État aussi, c'est son entourage, hein. Leurs réactions, les intimidations, les menaces au peuple, aux autres candidats, tout ça, ça laisse à désirer. Mais c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Donc, j'inviterai le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Il n'est pas encore tard. Que le chef de l'État n'essaie pas d'influencer les juges de la Cour constitutionnelle. Que le chef de l'État n'essaie pas d'influencer les 44 candidats dont il a pris la liste pour aller à Niamey avec. Nous savons pourquoi il est parti à Niamey avec la liste des 44 candidats. Ça, je ne vais pas le dire sur votre antenne ici. Mais lisez entre les lignes. Donc, ce que je pense de l'homme, il va devenir un ancien chef d'État. Il est bon qu'il sorte par la grande porte. Parce que le peuple est souverain. Le peuple finit toujours par gagner le combat. Il ne faut pas qu'il soit contre le peuple, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Tu as beau avoir le soutien des organisations internationales, mais si le peuple ne te soutient pas, le moment va arriver aussi, les organisations internationales vont te lâcher. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bani, Docteur Bani, Pasteur Bani. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons essayer de vous avoir peut-être la semaine prochaine après la décision de la Cour constitutionnelle et puis avoir certainement vos réactions. Alors, merci beaucoup, M. Bani. Et à moins que vous ayez certainement un dernier mot pour vos compatriotes. Oui, bien sûr. En tout cas, merci pour cette opportunité de discuter avec la diaspora et au-delà de la diaspora, les frères et sœurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins avec cette élection. Et le 16, la Cour constitutionnelle va donner sa décision pour valider les candidatures ou bien rejeter certaines candidatures. Mais ce qui intéresse le plus la population, c'est la candidature du chef de l'État qui veut violer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Et les États-Unis l'ont dit dans leur déclaration, le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Je répète aussi, et je suis d'accord pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas compter sur M. Macron qui a ses problèmes. Il ne faut pas compter sur Pierre Paul. La Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il s'agit ici du destin. Et à un moment donné... Monsieur Bani, je m'excuse certainement de vous interrompre dans votre développement. C'était l'auditeur insiste. Il aimerait qu'on pose sa question. Donc, avec votre permission, je vais la poser. Vous répondez. Bien sûr. C'est monsieur Diko. Il dit, ma question est vraiment importante. Voilà. Demandez à votre invité, est-il vraiment un homme de Dieu? Voilà. D'accord. OK, merci. Allez-y, et il faut répondre. Toutes les questions sont bonnes. D'accord. Parce que c'est un honneur pour moi d'être ici afin d'apporter des éclaircissements sur ce que les gens ne savent pas sur moi. En 2008-2009, Madame Babo était de passage ici. Elle était à l'église. J'étais de passage dans une église où elle était ce jour-là. Il y avait un homme de Dieu qui était venu de Floride. Vous savez, les gens, pour ceux qui sont chrétiens, quand on va à l'église, il y a des gens qui aiment les prophéties, ils aiment s'asseoir devant pour qu'on fasse des prophéties sur eux. Et la salle était pleine. L'église était pleine parce que Mme Babo était là avec la sécurité, tout ça. Et moi, j'ai été invité ce jour-là aussi. Et quand il a fini de prêcher, la première personne vers qui l'homme de Dieu s'est adressé, il est descendu des étages, il est venu vers moi. Et il m'a dit, Dieu va vous utiliser. Dieu va vous bénir, mais ce n'est pas pour attraper le micro. Souvenez-vous, quand Dieu va vous bénir, de vous souvenir de sa maison. Moi, j'ai oublié ça. Et j'ai connu tous les grands pasteurs de Washington. Il dit tous les grands pasteurs de Washington, qu'ils soient ghanéens, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient congolais, je les ai tous fréquentés. Et j'ai souffert un peu de cette relation aussi parce que tous les pasteurs ne font pas ce que la Bible dit. Donc, j'ai eu la curiosité de savoir ce que c'est qu'un pasteur. Et on peut devenir pasteur de deux façons. Tu peux aller dans une église, tu suis l'enseignement, tu suis le pasteur de l'église, il te propose
on te fait ton truc, tu deviens pasteur. Ou bien tu peux aller à l'école, tu étudies, tu finis ton diplôme, tu deviens pasteur. Moi, j'ai suivi la deuxième voie. En 2013, je suis devenu pasteur. En 2014, j'ai fait mon doctorat en théologie. C'est pour ça que je suis docteur David Bani. Mon doctorat, ce n'est pas en droit, c'est à l'église. Donc, l'homme de Dieu me l'avait dit, c'est pour ça que je donne ce témoignage. Moi, mon appel, ce n'est pas pour prêcher à l'église. Et ce n'est pas tous les pasteurs qui prêchent. Quand j'étais étudiant à Atlanta, j'ai rencontré un monsieur qui était un avocat, qui était un congressman et qui était un pasteur. C'est ce jour-là même mon idée de devenir pasteur, mon idée de devenir combien est. J'ai dit, je veux devenir pasteur, je veux devenir juriste, je veux devenir congressman. J'ai créé un parti politique en 2014. Je suis devenu pasteur en 2014. Donc, c'est pas parce que je n'attrape pas un micro que je ne suis pas pasteur pour répondre à la question du client. Mais si je veux prêcher, je peux prêcher. Et Dieu m'utilise d'ailleurs beaucoup. Dernier témoignage. Un homme de Dieu, permettez-moi, il y a beaucoup de catégories d'hommes de Dieu. Et là où moi je suis arrivé sans attraper le micro, c'est le souhait de tout homme de Dieu. Et je crois que j'ai partagé ça sur ma page Facebook. Parce que ça a été l'événement le plus important de ma vie, le 25 février 2020. Je suis parti à une réunion, à une rencontre avec des hommes pour m'introduire auprès du président Trump. Et vous savez que la plupart des hommes de Dieu américains, c'est des avocats, c'est des ingénieurs. Ils prêchent dans l'église, dans leur église, mais ils ont aussi leur fonction professionnelle. Donc, à ce moment-là, on dit, monsieur, on doit prier pour vous. Et pendant la prière, on doit vous oindre. Et ceux qui sont mes amis sur Facebook, ils savent que j'ai été oint le 25 février 2020. Demandez à un chrétien, bien à tout homme de Dieu, ce que ça veut dire être oint. Être oint, c'est le plus grand souhait de tout chrétien. Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont ce privilège d'être oint. Moi, je l'ai reçu. Je vous remercie pour la question. Voilà, merci beaucoup. Alors, votre mot de fin, vous étiez à l'aise. Oui, j'avais déjà commencé le mot de fin, puis bon, la question est venue. C'est terminé. Voilà. Mais oui, je souhaite aussi que, comme vous l'avez si bien dit, on se retrouve après la décision de la Cour suprême pour qu'on décortique la situation. Mais pour le moment, nous tous, nous sommes suspendus au lèvres de la Cour constitutionnelle. Et je le dis, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est parce que je vais lancer un appel. Je suis le seul candidat de la diaspora. Je suis le seul candidat émanant de la diaspora. J'ai besoin du soutien de la diaspora. Mettons-nous au-dessus des divergences politiques de partis. Je suis de tel parti, je suis de tel parti. Mettons-nous au-dessus de ça. Nous avons besoin d'unir notre pays. Parce que depuis 2014, depuis 2015, je lançais l'appel déjà à la diaspora, présentant un candidat au pays. Nous avons tenu 2 réunions qui n'ont pas marché parce qu'après, chacun ira dans son parti politique. Mais j'ai fini par comprendre que si je reste sur cette voie, la diaspora ne sera pas représentée. En 2017, quand j'ai été nommé la voix de l'opposition par la voix de l'Amérique, j'ai fait un face-à-face avec le régime. J'ai fait un face-à-face avec le ministre de la Défense de M. Ouattara. J'ai fait un face-à-face avec un membre du gouvernement. Et j'ai défendu la diaspora. Et aujourd'hui, M. Ouattara, il a fait quand même des aménagements pour la diaspora, mais ils n'ont pas fait suffisamment d'aménagements. Parce que je pense que la diaspora doit être involvée dans les prises de décision du pays. C'est pour ça que je me suis présenté et j'ai besoin du signe de la diaspora. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, M. David Bani, et surtout, portez-vous bien. Et rendez-vous pour notre émission encore demain après la décision de la Cour constitutionnelle. De toute façon, certaines personnes attendent une décision. Je ne vois pas qu'est-ce que cette Cour constitutionnelle dira autre. Voilà, pour moi, M. Ouattara sera candidat. Et parmi les 44 candidats, il aura certainement à peine une dizaine de candidatures voilà, qui sera retenue. Voilà, c'est aussi clair. Ça. Merci, M. Bani. Oui, merci pour vos pronostics. Voilà, écoutez, portez-vous bien. Au revoir. Merci bien. Alors, nous allons prendre quelques réactions de nos amis qui sont en ligne. Hein, et puis, voilà. Alors, rapidement, nous allons prendre au moins quelques réactions.